Et avec François Clémenceau pour l'International, David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche pour la politique et Nicolas Bétou de l'Opinion pour l'économie. Bonsoir à tous les trois. On commence avec vous, Nicolas. Il y a tout juste 6 mois, les Britanniques s'apprêtaient à voter la sortie de l'Europe. Oui, et on se souvient tous du coup de tonnerre que ça a été, et on guette tous depuis la tempête qui avait alors été annoncée. Or, il ne s'est rien passé, ou en tout cas pas la catastrophe promise par tous ceux qui avaient activement milité pour le maintien des Britanniques dans l'Europe. La croissance économique a résisté, elle reste sur un rythme de 2,1-2,2%, une performance qu'on aimerait assez volontiers voir en France. Le chômage a continué à reculer, il est de 4,8% de la population active, on a 10% en France, c'est-à-dire que là-bas il y a quasiment le plein emploi. La consommation des ménages et la confiance des chefs d'entreprise n'ont pas diminué. Quant à la bourse, elle a bondi de près de 15% et à la City de Londres, c'est évidemment une donnée essentielle. Enfin, côté politique, ce sont curieusement les partis d'opposition qui ont explosé, les travaillistes et puis les anti-européens de UKIP, alors que Theresa May, la nouvelle Premier ministre, semble habilement pour l'instant gérer la transition. Mais alors si les catastrophes annoncées par les défenseurs de l'Europe n'ont pas eu lieu, ça va alimenter l'argumentaire des eurosceptiques, tout ça. Oui, certainement, mais attention à l'effet d'optique. La réalité, c'est que le Brexit n'a pas eu lieu. Il a été voté, bien sûr, mais il n'est pas formellement et techniquement engagé. En revanche, si on observe tous les indicateurs qui mesurent le long ou le très long terme, alors là, les choses sont très différentes. L'immobilier, par définition, c'est un indicateur de long terme. Les ventes se sont effondrées. Moins 50%, moins 60% au 3e et 4e trimestre à Londres. Les constructions de bureaux pourraient chuter de 10% en 2017 et 2018. Londres était une ville où on voyait des quantités de grues en activité. Ça ne devrait pas durer. Et alors du côté du business, Nicolas ? C'est là que la bataille va être la plus importante. Elle va se dérouler sur 2 fronts. Premier combat, est-ce que Londres va pouvoir garder son statut de grande capitale mondiale ? Pour cela, le pays doit continuer à attirer des investisseurs, des riches résidents, des entreprises qui choisissent ce pays pour y installer leur siège social. Le gouvernement est conscient de cet enjeu et il s'est d'ores et déjà lancé dans une politique de baisse agressive de la fiscalité. Difficile de prévoir aujourd'hui l'issue de ce combat, mais c'est pour l'instant assez équilibré. Le deuxième front, c'est celui de la relation avec le reste de l'Europe. Est-ce que l'Angleterre pourra à la fois être dehors et dedans, être dehors et garder ses avantages actuels, en particulier l'accès au marché financier du continent ? Ça dépendra des négociations qui vont démarrer mi-2017. C'est là qu'une grande partie du sort du Brexit va se jouer. Et ce n'est qu'ensuite que eurosceptiques et euro-optimistes pourront déployer leurs arguments. Ce n'est qu'ensuite que le bilan pourra réellement être tiré. Merci Nicolas Bétou. Attention à l'effet d'optique, nous dites-vous ce soir. L'édito politique maintenant avec vous, David Revaud-Dallon. Alors David, à l'approche de l'élection présidentielle, chacun prépare sa campagne, bien sûr, et chacun prépare aussi sa future majorité parlementaire, s'il l'emporte, bien sûr. Oui, en particulier à droite, bien sûr, où les chances de l'emporter dans 5 mois sont évidemment plus importantes, selon les sondages. À droite, où François Fillon soigne particulièrement le casting des candidats aux législatives. Les investitures de juin étaient déjà attribuées, à part 79 circonscriptions qui avaient été laissées libres, mais le candidat de la droite a décidé de repasser la liste au peigne fin et d'en revoir un certain nombre. Et c'est Jean-François Lamour, l'ancien champion d'escrime, qui est chargé de couper les têtes qui dépassent. Et je peux vous dire qu'il y a un peu de travail. Un champion d'escrime pour couper les têtes. Alors il va procéder comment, Jean-François Lamour ? Quel est l'objectif politique ? Alors évidemment, il s'agit d'abord de gagner et donc de regarder qui sont les candidats les plus performants dans les circonscriptions. Il s'agit aussi bien sûr de prendre en compte la parité homme-femme, le cumul des mandats, ce qui n'est pas simple. Mais il s'agit surtout de passer des accords avec les centristes de l'UDI, avec ceux du MoDem dans un deuxième temps, voire de nettoyer la liste actuelle des candidats aux législatives qui peuvent être parfois considérés comme un peu trop juppéistes ou un peu trop sarkozystes. On rappelle que ce casting-là, il avait été établi par l'ancien président des Républicains, Nicolas Sarkozy. Or aujourd'hui, le patron, il a changé, c'est François Fillon, ça ne se discute plus et il veut une majorité à sa main, pour ne pas dire à ses ordres. Le candidat de la droite a parfaitement retenu la leçon des erreurs de François Hollande. Je rappelle qu'en 2011, le candidat socialiste, il avait laissé Martine Aubry, alors patronne du PS, décider des investitures au lieu de trier les candidats sur le volet. Et ça s'était terminé par une guérilla permanente avec les frondeurs pendant tout le quinquennat. Et alors justement, au PS, la leçon des frondeurs a-t-elle été retenue ? Au PS, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. D'abord parce que selon les sondages, le candidat socialiste est pour l'heure classé en 5e position au premier tour de la présidentielle, c'est pas gagné. Ce qui veut dire que le problème numéro 1 des socialistes n'est pas de construire une majorité solide, mais d'abord d'éviter la déroute annoncée. Le PS sait bien que ces législatives devraient être terribles pour lui, que le groupe socialiste à l'Assemblée sera l'un des plus réduits de son histoire, quelques dizaines de députés sans doute, guère plus. Et puis
le problème numéro 1 du PS en ce moment, il s'appelle Macron. Je rappelle que les socialistes ont menacé leurs propres députés de ne pas leur redonner l'investiture aux législatives s'ils soutenaient l'ancien ministre de l'économie à la présidentielle. Je cite Christophe Borgel, un des dirigeants du parti. On ne peut pas jouer à la fois pour le PS et pour l'OM. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. On voit bien que le souci des socialistes, avant de s'occuper du casting, c'est d'abord d'éviter la descente en Ligue 2. Eh bien, on commence avec l'escrime, on finit avec le foot. C'était la chronique politico-sportive de David Revaud-Dallon. François Clémenceau, je me tourne vers vous maintenant avec cette question. Poutine est-il parano? Le président russe, comme à chaque fin d'année, a réuni tous ses généraux pour faire le bilan de l'année militaire et il a confirmé sa volonté d'accélérer la modernisation de ses forces nucléaires. Oui, c'est pas la première fois que Vladimir Poutine tient un discours quasi martial devant ses troupes. Déjà en 2016, il avait désigné l'expansion de l'OTAN comme étant une menace fondamentale pour la sécurité de la Russie. Et depuis, les dépenses militaires russes ont dépassé les 20% du budget de l'État. Et Poutine a estimé aujourd'hui que la modernisation de la force de frappe nucléaire avait atteint 60% de ses objectifs, ce qui lui fait dire, je le cite, « Aujourd'hui, nous sommes plus puissants que n'importe quel agresseur potentiel, n'importe lequel ». Sous-entendu, évidemment, l'OTAN. Beaucoup d'experts militaires doutent pourtant de cette réalité, mais c'est vrai que le président russe paraît obsédé par ce qu'il appelait en juin une course frénétique aux armements de la part de l'OTAN. Il faut dire qu'à l'époque, il y a 6 mois donc, l'Alliance Atlantique réunie en sommet de ses chefs d'État à Varsovie s'apprêtait à officialiser un renforcement de ses capacités militaires en Pologne et dans les pays baltes avec le déploiement de 4 bataillons, un déploiement qui doit intervenir dès les premières semaines de 2017. Mais alors, il a raison ou il a tort d'être obsédé par l'OTAN ? On n'est pas dans la tête de Poutine naturellement, mais la question est plutôt de regarder ce qui se passe sur le terrain depuis 2014 précisément. Et il se trouve qu'en 2014, oui, tout le monde le sait, la Russie a annexé par la force la Crimée et elle a décidé d'apporter un soutien militaire aux forces séparatistes pro-russes en Ukraine. Or, il n'a jamais été sérieusement question de faire adhérer l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. En revanche, la Pologne et les pays baltes, voisins de la Russie, font partie de l'OTAN et depuis plus de 10 ans. Et c'est pour les rassurer face à ce genre d'agression que l'Alliance a décidé de leur apporter un soutien sous la forme de patrouilles aériennes ou en y prépositionnant des moyens militaires qui équiperont les forces de l'OTAN. Quant à l'élargissement de l'organisation, il est quasiment gelé dans la mesure où, à part le Monténégro, la demande d'adhésion de la Géorgie et de 3 des pays des Balkans a été repoussée à plus tard, et pour pas mal de pays de l'OTAN, ça veut dire à jamais. Mais alors François, est-ce que tout cela pourrait changer avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Alors ça c'est sûr. D'abord parce que Donald Trump veut réviser à la baisse le montant de la participation financière des États-Unis au sein de l'Alliance, et ça aura un impact immédiat sur un éventuel élargissement si ce débat venait à ressurgir. D'autre part, parce que Trump entend apaiser les relations avec la Russie de Poutine et que le meilleur moyen d'y parvenir symboliquement serait de faire baisser la tension entre l'OTAN et Moscou. Et ce n'est d'ailleurs pas par hasard que le Kremlin a fait savoir aujourd'hui que le dialogue avec les États-Unis était gelé en attendant la prise de pouvoir de Donald Trump. C'est naturellement faux parce que du dialogue, il y en a quasiment tous les jours, notamment sur la Syrie, mais cela montre à quel point Vladimir Poutine entend montrer ses muscles avant de voir si Trump lui tend la main. Eh bien, merci François Clémenceau. Merci à nos 3 éditorialistes ce soir, David Revaud-Dallon et Nicolas Bétou. Dans un instant, sur Europe 1, les médias, le ZAP et Nicolas Canteloup.